pense qu'on peut éventuellement commencer et au pire des cas, Bien sûr. d'autres personnes nous rejoindront au cours de la réunion. OK. Donc, je me présente, je suis Marie-Gabrielle Kouamedjo, je suis une ancienne élève du lycée français de Yaoundé au Cameroun et je suis également membre du bureau et du conseil d'administration de l'Union ALFM. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Florent Bourdier, qui est responsable du service communication et relations pour Studeli, que je ne présenterai pas, mais qui très rapidement permet de faciliter l'accès aux études supérieures en France et en Allemagne, si j'ai bien fait mes devoirs, à des étudiants de nationalité, du coup, non française et non allemande. Donc, je vous laisse la parole maintenant, Florian. Merci beaucoup Marie-Gabrielle et bonjour à tous. Effectivement, alors juste pour repréciser, je suis le responsable du service effectivement communication et relations publiques. C'est ce qui finalement s'intéresse pour la société Studeli à tous les échanges, notamment institutionnels, pour faire entendre aussi au niveau donc institutionnel, français, allemand, vous l'avez dit, mais aussi belge et italien, j'y reviendrai dans un instant. Ce que nous faisons, comment fonctionnent nos services et qu'est-ce qu'ils apportent comme avantage significatif auprès non seulement des étudiants, mais aussi au niveau des services institutionnels. Et c'est justement cette espèce de segment d'entre-deux, entre les étudiants, entre les envies des étudiants qui, quand ils souhaitent venir étudier, poursuivre leurs études en France en général, mais aussi les attentes institutionnelles qui parfois sont difficiles à satisfaire. La société Studeli donc s'intéresse à ce sujet-là en particulier, celui de ce qu'on appelle la justification des ressources dans le cadre d'une demande de visa pour études. La société Studeli existe déjà depuis 2016 maintenant, donc c'est notre 6e année. Nous sommes ce qu'on appelle une fintech, pardon. Donc c'est une espèce de start-up qui s'intéresse à des sujets, bien sûr, de services financiers, d'ordre financier, mais avec la rencontre de la technologie qui vient redéfinir un petit peu la manière de faire qui était là jusqu'à présent. Donc depuis 2016, c'est ce que propose de faire Studeli. Studeli, comme la plupart finalement des startups dans le domaine ou dans un autre, sont nés d'une réaction, d'un constat d'abord et puis d'une réaction. Le constat, c'est qu'il y avait une problématique forte. Notre fondateur, qui s'appelle Duplex Eric Kamgang, qui comme vous, Marie-Gabrielle, est camerounais, était étudiant relativement brillant au Cameroun et il voulait poursuivre ses études en France dans une école de commerce. Il avait son admission, c'était en l'occurrence la Schema Business School, donc une école parfaitement identifiée. Et néanmoins, alors lui qui pensait que ce serait relativement simple, puisque le parcours semblait naturel, il s'est heurté à un véritable parcours du combattant. Il fallait qu'il justifie notamment de sa capacité financière, c'est-à-dire que pour obtenir le visa, il fallait pas seulement qu'il ait une admission dans un établissement en France, il fallait aussi qu'il puisse prouver qu'il aurait les moyens de vivre en France pendant toute une année. Il pensait que ça lui poserait aucun problème dans la mesure où sa famille avait les moyens de l'entretenir pendant un an. Néanmoins, ils étaient issus de ce qu'on appelle l'économie informelle, comme c'est souvent le cas dans de très nombreux pays dans le monde, puisque voilà, les économies sont établies différemment. Et ça posait des difficultés vis-à-vis du consulat qui, pour délivrer le visa, exigeait de pouvoir vérifier la solvabilité des parents et du projet. Donc il a fini, à force de chercher des solutions ici ou là, de bricoler des choses, aller voir un garant ici, une personne qui se porte caution pour vous, aller voir une banque, mais ça coûte cher et ainsi de suite. Donc il y a un certain nombre de services qui existent et qui fonctionnent en fait depuis 20-30 ans peut-être et qui permettent aux jeunes, aux étudiants de justifier leurs ressources. Mais ces méthodes sont souvent laborieuses, généralement incertaines, c'est-à-dire qu'elles manquent de fiabilité, et souvent elles sont très onéreuses. Ça coûte cher et donc ça pèse d'autant plus sur la capacité de l'étudiant ou de l'étudiante à soutenir son projet, d'études en France. Sachant que c'est pour la première année, puis il faut renouveler le titre de séjour ensuite et voilà, c'est toute une affaire. Donc notre fondateur a vécu cela, il l'a traversé, il a quand même réussi avec plusieurs, justificatifs comme ça à obtenir son visa. Il a fait ses études en France, tout s'est formidablement bien passé. Mais avait germé déjà dans son esprit le fait que cette situation était anormale, parce qu'elle était injuste, elle créait de l'injustice. Seuls ceux qui étaient vraiment les plus argentés ou les plus encadrés ou qui bénéficiaient des meilleurs conseils, pouvaient, finalement espérer obtenir un visa. Trop souvent,
des jeunes méritants pourtant étaient laissés sur le côté, soit qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent, soit qu'ils n'étaient pas capables simplement de le justifier, parmi pléthore de raisons. Et donc cette idée comme ça a germé. Lui-même faisait des études dans la finance et il a tout simplement décidé de se lancer. Et en 2016, donc, il a monté Studili, 2015, mais 2016, le temps que ce soit opérationnel. Et le principe est le suivant. Puisque aux étudiants qui souhaitent venir étudier en France, je prends l'exemple de la France, mais c'est la même chose pour l'ensemble de l'espace Schengen, en fait. Puisque un étudiant qui souhaite venir étudier en France doit avant toute chose, justifier ses ressources et donc prouver qu'il en a la capacité financière. Il semble que le meilleur moyen encore de rassurer les autorités du pays d'accueil, encore une fois en l'occurrence les autorités françaises, donc les consulats de France, le meilleur moyen de les rassurer, c'est encore non pas simplement de prétendre qu'il y a quelqu'un comme un garant qui vous attend quelque part, sachant que c'est pas toujours fiable, on le sait, ni non plus de prendre ce qu'on appelle un compte bloqué, d'ouvrir un compte bloqué, c'est-à-dire déposer la somme sur un compte en local, dans une banque locale dans mon pays, puisque cette banque locale n'est pas soumise à la réglementation du pays d'accueil. Et donc, on le sait, c'est un fait avéré et régulièrement cité dans les différents rapports institutionnels sur le sujet, que l'argent qui va être cautionné comme ça dans une banque en local, le plus souvent, il ne sert que le temps de produire une attestation bancaire qui vient justifier pour la demande de visa. Mais personne n'est dupe et derrière, dans la quasi-totalité des cas de figure, cet argent va être ensuite décaissé, rendu à ceux qui l'avaient peut-être prêté ou voire même servir à émettre plusieurs attestations pour plusieurs dossiers de visa. Ça, dans l'absolu, c'est une situation qui est problématique, en fait. Non seulement parce que les étudiants se retrouvent à galérer longtemps pour trouver une solution, que la solution qu'ils finissent par présenter, donc elle n'est pas fiable, ils ne sont pas sûrs de pouvoir en bénéficier, puisque l'idée derrière, c'est quand même d'assurer ses moyens de subsistance pendant tout le temps de son séjour en France, ne pas se retrouver en difficulté une fois sur place. Et c'est là que justement, il y a un effet secondaire qui a laminé un petit peu pendant au moins 2 décennies, tout le sujet de faire ses études en France, quand on est un étudiant étranger hors Union européenne, c'est que, du coup, à devoir se débrouiller comme ça, à devoir trouver des solutions intermédiaires jamais tout à fait satisfaisantes, d'une part, on constate l'explosion de la fraude documentaire au niveau des consulats, c'est-à-dire que de plus en plus souvent, au niveau des demandes de visa, sont intégrés c'est un constat que font les équipes sur place, sont intégrés des documents qui sont au mieux des détournements de documents existants, le plus souvent même, hélas, des faux, et avec des conséquences qui sont colossales pour un étudiant. Il faut savoir qu'un étudiant ou une étudiante qui se fait confondre pour tentative de fraude documentaire va se retrouver assorti d'une peine de 5 ans d'impossibilité de redemander un visa ou toute autre d'ailleurs prestation publique de concours public français. C'est la règle. La fraude documentaire, c'est la conséquence. Donc ça peut être gravissime pour le projet de l'étudiant qui, croyant peut-être bien faire ou ayant écouté les promesses d'un vendeur de salade, s'est permis d'utiliser un document frauduleux et derrière se retrouve dans l'impossibilité purement et simplement de poursuivre ses études en France. Ça, c'est le premier problème, le premier constat. Et le deuxième constat, c'est pour celles et ceux qui ont obtenu le visa, sont venus faire leurs études en France, mais qui avaient misé sur une solution qui n'était pas très fiable, soit un garant, mais qui était pas tout à fait sûr, comme ça arrive trop souvent, soit, comme je l'expliquais tout à l'heure, un compte bloqué dans un établissement local, mais l'argent ne servira pas véritablement pour le projet d'études. On observe, là c'est plutôt au niveau des services sociaux en France, une explosion de la demande d'assistance sociale, puisque ce sont des jeunes qui derrière se retrouvent désargentés, démunis en fait, mais quand même sur le territoire français, et du coup vont abîmer leur projet d'études, voire carrément le condamner, puisqu'il va falloir absolument trouver 1 voire 2 petits boulots. Il va falloir dépendre d'un certain nombre d'aides sociales qui sont là pour vous aider quand il y a un pépin extraordinaire, mais qui sont pas là pour se substituer à une capacité financière. Et c'est tout le sens d'ailleurs de l'exigence au niveau des consulats dans le cadre de la demande de visa pour faire ses études en France, mais c'est la même chose en Allemagne ou en Belgique ou en Italie. Il y a une attention croissante au niveau des consulats de France
sur justement la capacité de l'étudiant ou de l'étudiante à justifier ses ressources et dans la vérification aussi de la véracité des documents qui sont présentés, parce que trop de fraude, trop de détournements et une trop grande paupérisation de la population étudiante en France. Et ça, c'est gravissime, puisque le but, c'est qu'ils viennent faire leurs études, pas qu'ils viennent galérer en France. Donc c'est dans ce constat-là que nous, Studeli a été créé et on a développé un système qui était inédit jusque-là et qui consiste finalement d'une manière très simple à représenter les étudiants avant même qu'ils viennent en France, mais auprès des établissements bancaires. C'est-à-dire que ce qu'ils essayaient parfois de faire auprès d'un établissement en local, c'est-à-dire bloquer la somme fixée par l'État français, qui est de 7 380 € annuels. Donc c'est une somme quand même assez colossale, hein, il faut le rappeler pour celles et ceux qui souhaitent obtenir un visa d'études en France. Il faut pouvoir bloquer 7 380 €, ce qui correspond à 615 € mensuels sur 12 mois. Donc c'est une somme assez colossale et la bloquer dans un établissement bancaire en local, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas toujours fiable. Donc l'idéal serait de pouvoir le bloquer en France, sauf que vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire en France si vous n'êtes pas vous-même domicilié en France. Et d'ailleurs, c'est une problématique qui dépasse largement la question bancaire, puisque pour trouver un logement, et c'est d'ailleurs très souvent exigé par les consulats de France aussi, pour obtenir le visa, il faut non seulement que vous ayez les moyens, mais il faut aussi que vous puissiez justifier d'une adresse, d'un logement qui vous accueillera pour le temps de vos études en France. Comment voulez-vous espérer louer un logement en France, puisque les bailleurs vont exiger que vous ayez un relevé d'identité bancaire en France? Or, vous ne pouvez pas avoir de relevé d'identité bancaire puisque de compte bancaire en France, si vous n'avez pas d'adresse. Donc c'est une espèce de cercle vicieux très compliqué à rompre et qui était une véritable galère pour les étudiants. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous représentons les étudiants auprès de nos partenaires bancaires en France, que sont le Crédit Mutuel, Arkea pour certains sujets, la Banque Postale pour d'autres sujets et la Société Générale pour d'autres sujets encore. Donc on fait exprès de s'appuyer sur différents partenaires stratégiques d'envergure et extrêmement fiables, pour permettre finalement l'ouverture de comptes bancaires, mais pas seulement, enfin de comptes bloqués, pardon, mais aussi des comptes de paiement, voilà, tout un tas de solutions sur lesquelles je reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord expliquer le principe. Le principe, c'est que voilà, nous représentons, nous sommes le tiers de confiance, si vous voulez, des étudiants qui souhaitent donc venir poursuivre leurs études en France, et nous les représentons auprès de ces établissements bancaires pour leur permettre d'ouvrir un compte bancaire en France, alors qu'ils sont encore dans leur pays d'origine, d'obtenir un logement en France, d'obtenir les assurances en France, et tout ceci en préparation du projet. Ce qui permet d'avoir donc un guichet unique avec des solutions qui sont les plus fiables qui puissent exister, tout simplement parce qu'elles se situent dans le pays d'accueil. Je vous parle de la France, mais effectivement, c'est la même chose pour l'Allemagne, c'est la même chose pour la Belgique et l'Italie. Et donc ça, c'est venu, au début, c'était une petite idée qui ne fonctionnait que sur le corridor Cameroun-France, puisque notre PDG était camerounais et il croyait que ça ne concernait que le Cameroun vers la France. Évidemment que non, et que le problème était tout à fait général et concerne absolument tous les pays du monde. Mais dans un premier temps quand même, pour y aller petit à petit, donc on a rencontré un succès colossal. Absolument colossal. Le consulat a enfin vu là une manière de s'assurer de la réalité des sommes qui sont bloquées et donc de la vraie justification de ressources. Donc c'était une manière d'expurger un maximum de tentatives de fraude et de consolider toutes ces demandes de visa. Ça a très bien fonctionné, tant et si bien que le mot a commencé à se passer. On est venu nous solliciter, oui mais moi je suis dans tel autre pays, est-ce que vous pouvez aussi nous aider? Donc en fait on a commencé un double développement chez Studeli. Le premier, ça a été de nous étendre à d'autres pays que simplement le corridor Cameroun-France, donc d'autres pays sources, mais d'autres pays de destination aussi. Donc actuellement, 5 ans, 6 ans plus tard, nous sommes présents physiquement avec des bureaux ouverts dans 16 pays d'Afrique francophone, avec des partenariats sur tout un tas d'autres pays sur le continent, notamment au Ghana, des pays d'Afrique anglophone aussi, pour pouvoir toucher une communauté plus large. Et ça fonctionne, et de plus en plus d'étudiants. Aujourd'hui, on en a accompagné un peu plus de... Alors le chiffre l'année dernière était de 10 000, on doit être autour de 12 13 000 au moment où je vous parle, étudiants ces 5 ou 6 dernières années que nous avons accompagnés jusqu'en France et en Allemagne.
Donc on s'est répandu, comme je vous dis, il y a un premier mouvement qui est horizontal. On a ouvert des bureaux partout où on le pouvait en Afrique francophone. Et depuis, parce que c'est une stratégie qui fonctionne pour toucher un maximum d'étudiants, mais qui a aussi ses propres limitations, surtout en période de pandémie. Donc on s'est mis à digitaliser nos services, c'est-à-dire qu'ils sont désormais accessibles depuis un peu plus d'un an maintenant en full online, c'est-à-dire complètement sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre physiquement, ce qui est un apport considérable, puisqu'il faut bien comprendre que c'est pratique d'avoir un bureau. On est dans les capitales ou dans les grandes villes, mais quand vous vivez quand votre logement est assez reculé des grands centres urbains, bah, c'est difficile d'accéder à des bureaux comme les nôtres. Et donc, pouvoir y accéder par Internet, c'était une nécessité absolue pour nous, pour rendre toujours plus accessibles les études supérieures à tout un chacun. Au-delà de sa situation sociale, économique, géographique. Donc ça, c'était le premier mouvement. On a digitalisé et désormais, on s'adresse non pas seulement aux 15 ou 16 ou 17 pays dans lesquels nous avons soit des bureaux, soit des partenariats, mais bien aux pays du monde entier. L'année dernière, on a touché plus de 65 nationalités de par le monde que nous avons pu servir pour venir faire leurs études en France et en Allemagne. Donc ça, c'est le premier mouvement. Puis le deuxième mouvement, c'est l'élaboration de nouveaux services, pas simplement ce que nous faisions, c'est-à-dire des solutions bancaires, ouvrir un compte bancaire, un compte bloqué en France, pour justifier avec une attestation de virement irrévocable. C'est un peu du jargon, mais celles et ceux qui sont engagés dans une procédure visa voient certainement de quoi je parle. Et donc, au-delà de ce simple produit, on s'est mis à faire d'autres choses. Je vous évoquais tout à l'heure le logement. C'est un étudiant, enfin c'est plusieurs étudiants qui sont venus nous trouver en disant «Ah, merci, super, avec mon compte bloqué, ça me facilite la vie. Néanmoins, là j'ai un bailleur, il a le logement que je veux absolument pour mes études, mais il semble qu'il n'ait pas tout à fait confiance. Il me demande d'avoir déjà un garant. Un garant qui se porte caution solidaire pour la location de mon logement. Mais j'ai personne en France. Est-ce que vous pourriez pas m'aider? Donc, dans un premier temps, on s'est mis à aider les étudiants. Et puis l'année d'après, on a monté un service logement qui permet, grâce à tout un tas de partenariats que nous avons signés avec des grands bailleurs, des grandes résidences, mais aussi avec des particuliers, parce qu'il en faut pour tout le monde et pour disposer de tout type de logement. On s'est mis comme ça à proposer aux étudiants qu'ils le souhaitaient, non seulement que nous les représentions comme garants locatifs, pour pouvoir rassurer les bailleurs lorsqu'il s'agit de conclure un contrat de bail, mais aussi pour justifier là aussi des ressources, que l'étudiant dispose bien des ressources, donc vous inquiétez pas, ça rassure bien évidemment le bailleur, et puis le fait que ce soit une institution comme nous, enfin une société privée comme nous qui sert d'intermédiaire, c'est quelque chose qui est rassurant pour les bailleurs qui font très souvent la fine bouche, il faut le dire. C'est normal sur un secteur en tension comme le logement. Il y a plus de demandes qu'il n'y a de places disponibles. Donc, souvent, les bailleurs se permettent de faire un peu la fine bouche et d'exiger des choses hallucinantes. Donc, le fait d'avoir une société comme Studili en tant qu'intermédiaire aussi pour la question du logement, c'est aussi une manière de remettre un petit peu les bailleurs dans le cadre de la loi et qu'ils évitent aussi de demander des garanties qui seraient indécentes, souvent illégales, mais qu'allez-vous dire quand vous êtes un étudiant, vous n'êtes pas en situation de force. Nous, on permet de rééquilibrer un petit peu ça. Donc on l'a fait dans un premier temps de manière tout à fait spontanée parce qu'on nous le demandait. Comme je vous le disais, l'année d'après, on a établi un service à part entière pour rendre ça plus professionnel, plus efficace et servir toujours plus d'étudiants. Et ça, je vous le dis pourquoi? Parce que ça décrit le mode de fonctionnement de Studeli en particulier, mais je crois des startups et des fintechs en général, c'est qu'on essaie véritablement de s'inspirer de ce qui est et non pas de ce qui devrait, ou de ce qu'on prétend qu'il soit, mais de ce qui est, de la réalité du terrain, et on essaie d'élaborer des solutions avec ce qui est possible. Et quand c'est pas possible, on essaie de comprendre pourquoi et de trouver toujours des chemins. Ça, c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans notre ADN et qui participe de toute façon de tout ce mouvement un peu où la technologie vient essayer de changer les codes ici de la finance, mais on observe ça dans de multiples secteurs. Et donc on a commencé comme ça avec les comptes bloqués, avec de l'immobilier, trouver son logement, et puis finalement il faut des assurances pour le logement, et puis il faut des assurances pour le voyage, et puis il faut des assurances santé aussi puisque c'est obligatoire. Et plutôt que se rendre compte que les étudiants généralement souscrivaient à des assurances bidons, dans le meilleur des cas, voire dangereuses, depuis leur pays parce qu'ils avaient souvent des agences, des officines, pourrait-on dire, qui leur promettaient monts et merveilles, mais en fait, c'était souvent creux derrière. Là, pareil, il y a des solutions qui sont légales, qui existent en France. Elles leur étaient juste pas accessibles parce qu'ils pouvaient pas, ils n'avaient pas de représentants. On se permet de les représenter avec
un mandat de leur part, bien évidemment, pour qu'ils puissent souscrire aux assurances. On ne fait rien à leur place, on permet juste de leur rendre l'accès possible, c'est tout. Et donc, pour cela, par exemple, nous sommes associés avec la SMERA, qui est la plus grande, anciennement SMEREP. La SMERA, actuellement, c'est la première, quasi monopolistique, assurance mutuelle, pardon, étudiante en France. Et ainsi de suite, comme ça. On a élaboré tout un panel de solutions qui permettent d'équiper au maximum l'étudiant ou l'étudiante, bien sûr, avant même son départ, c'est-à-dire qu'elle le fait depuis son pays de départ, pour pouvoir consolider au maximum non seulement son projet d'études sur le long terme, bien sûr, mais à très court terme, sa demande de visa et augmenter ses chances d'obtenir donc le visa puisque son dossier sera consolidé ainsi. Et ceci nous a, voilà, nous a fait cheminer en accumulant toujours plus de services, toujours plus de solutions toujours plus simples, le moins chères possible, avec une maîtrise de l'information financière, c'est ce que nous expliquons, de A à Z, qui convainc non seulement les étudiants, parce qu'ils savent qu'ils pourront compter sur de vrais soutiens, puisque l'argent est réel et va vraiment leur être redistribué comme ils l'entendent, puisqu'ils peuvent compter sur nous pour leur expliquer pas à pas et leur prodiguer un maximum de conseils que nous pouvons, parce qu'ils savent qu'ils pourront compter sur un logement et ainsi de suite. Donc c'était extrêmement important pour eux, ça les tranquillise. Excuse-moi de te couper peut-être, Florian. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire du coup depuis, en lien un peu avec la genèse du coup de l'entreprise, de la société, pardon, combien d'élèves vous avez pu accompagner? Oui, je le disais tout à l'heure. L'année dernière, le chiffre 2021, c'était 10 000 étudiants. Bien sûr, bien entendu, je vois pas, j'ai pas accès à ça. Bien entendu, donc on en a accompagné 10 000 jusqu'à l'année dernière, et actuellement, vous pouvez compter 12 ou 13 000, je sais pas le chiffre exact à l'instant T, mais voilà, on est autour de ça. Et en termes des pays dont ils venaient, parce qu'effectivement, historiquement, ça vient du directeur de l'association, de la société qui est d'origine camerounaise. Mais est-ce que vous avez pu toucher d'autres pays, du coup, d'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, un peu en termes de visibilité par rapport à ça? Absolument. Nous avons trois zones majeures dans lesquelles nous avons déployé des équipes sur le terrain. C'est-à-dire que nous avons des bureaux, donc ça a commencé avec le Cameroun, comme vous le rappeliez, mais nous avons essaimé, si j'ose dire, dans toute l'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et Afrique du Nord. Nous avons ouvert en tout 16 bureaux physiques et 2 au travers de partenariats. Donc ça va aussi bien du Tchad au Cameroun, je le citais, la RDC, Congo-Brazza, Niger, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, Tunisie, Algérie, Bénin, Togo. Je sais pas, je dois en oublier quelques-uns, mais on couvre largement le bassin, largement le bassin étudiant. Voilà. D'accord. Sur toute l'Afrique. Et si vous me permettez d'ajouter, comme je le précisais tout à l'heure, avec la digitalisation de nos services l'année dernière, du fait de la pandémie qui nous a un petit peu forcé à ça, puisque l'accès était nécessairement réduit à nos bureaux, on s'est pris non seulement à adresser les étudiants partout en Afrique, là d'où nous venions, mais en fait dans le monde entier, comme je le disais tout à l'heure, on a dépassé les 65 nationalités accompagnées l'année dernière, rien que l'année dernière, 65 nationalités venant de tout le globe, avec de plus en plus d'Indiens, beaucoup du continent asiatique, surtout les Indiens et les Vietnamiens, des Libanais, des Biélorusses, des Brésiliens, des Haïtiens. Voilà, on a vraiment une communauté, on en est très heureux, nous, ça permet de brasser énormément de cultures. On organise, alors avec le Covid, ça a été plus difficile, mais on organise des événements ici en France, une fois qu'ils sont arrivés, pour qu'ils puissent aussi se retrouver entre eux. On fait ce qu'on appelle un pot de bienvenue. On n'est pas allé chercher très loin la dénomination, mais ça marche bien avec, au plus fort, on a eu plus d'une centaine d'étudiants réunis comme ça, tous ensemble. Et ça fait chaud au cœur, quoi, de voir qu'on a réussi à accompagner tous ces jeunes qui viennent nous dire, si vous n'aviez pas été là, on n'aurait juste pas pu venir en France, c'était impossible. Et voilà, donc nous, on est très, très, très heureux, très fiers de pouvoir contribuer à tout ça. Et on est dans une phase de croissance très, très forte, évidemment. C'est ce qui nous permet de nous développer à vitesse accélérée comme on le fait. On a reçu un certain nombre de prix et de distinctions sur notre initiative, qui vient changer un petit peu la donne, parce qu'elle est saluée non seulement par les étudiants, c'est ce que je vous disais juste avant, qui trouvent de quoi se rassurer, mais leurs parents, bien évidemment, sont aussi les premiers à se réjouir, puisqu'ils savent pouvoir compter sur un service fiable, où il n'y aura pas de
des frais bizarres où on ne vient pas vous prendre de l'argent a posteriori en vous expliquant que mais si finalement c'était en astérisque. Non, il n'y a pas d'entre les lignes chez nous, tout est transparent. Ça manque en fait, jusqu'à présent ça manquait de transparence, ça manquait de confiance, ça manquait de sincérité et c'est tout ça qu'on veut injecter. Alors ça a l'air un petit peu béni oui quand je le raconte, mais ça l'est pas du tout, c'est très simple. Il y a des règlements, il suffit de les appliquer rigoureusement et on se rend compte que c'est bénéfique pour tout le monde, pour les étudiants, pour les parents, je le disais, mais aussi, et c'est sans doute ce qui fait la force finalement des services que nous proposons, c'est qu'ils sont reconnus pour cette efficacité-là par les services consulaires eux-mêmes et par les services institutionnels de manière générale. Alors je ne parle pas en leur nom, bien évidemment, il faudrait surtout pas, mais on constate effectivement que notre documentation, comme elle repose sur des services qui sont des prestations qui sont françaises, soumises au code monétaire et financier, je ne vois pas de jargon, mais avec des procédures très strictes en France et en Europe, ça les rassure évidemment. Ils savent que l'argent existe, qu'il va bien être redistribué à l'étudiant, que le logement, c'est pas un faux logement, que c'est un vrai logement. Vous voyez, ça tranquillise, ça rassure et ça consolide considérablement l'instruction des dossiers de demande de visa. Donc tout ceci participe finalement d'une dynamique très vertueuse que nous d'ailleurs, j'en profite pour le dire, on espère voir porter beaucoup plus loin. On essaye, à notre niveau, modestement, mais d'agréger un maximum d'acteurs du secteur, que ce soit des établissements d'enseignement, que ce soit des gens qui font de l'assurance, enfin des sociétés qui font de l'assurance, qui font du logement, j'en parlais tout à l'heure. On essaie d'agréger un maximum pour que la question des étudiants internationaux, quand ils viennent en France, demain dans les autres pays aussi dans lesquels nous sommes présents, pour que cette question-là soit abordée non pas simplement de loin comme c'est trop souvent le cas, mais soit un sujet à part entière. On l'a vu pendant par exemple la pandémie, à quel point la question des étudiants étrangers qui se retrouvaient isolés en France, parfois sans argent, en ayant perdu souvent un petit boulot qui leur permettait de compléter sur un plan pécuniaire. Ils le perdaient souvent parce que l'activité a été bouleversée, comme vous le savez. Ça a été des situations très difficiles. Et donc, nous, on a essayé de faire, on a pas plus qu'essayé, on a fait des tribunes, on a essayé de créer des tables rondes, de solliciter le législateur, des parlementaires, au niveau des ministères aussi, pour que les choses bougent, pour qu'on puisse faire avancer la cause des étudiants internationaux et que ce soit pas simplement pris par le petit bout, mais que ce soit vraiment considéré comme un sujet à part entière. Il y a beaucoup de questions là-dessus sur lesquelles on essaie vraiment de faire porter la voix de ces étudiants à qui on tend jamais le micro, si j'ose dire. Donc voilà, ça c'est vraiment la vocation de Studeli, rendre plus accessibles les études à l'étranger pour les étudiants internationaux, d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent. Ça, c'est sur le papier. En fait, dans les faits, aujourd'hui, on se concentre surtout vers la destination France. Vous l'avez évoqué, la destination Allemagne aussi est intervenue depuis un peu plus d'1 an. Et nous sommes en train d'ouvrir, au moment où je vous parle, c'est une question de jours ou de semaines, la destination Belgique et la destination Italie. Voilà pour Merci beaucoup. Nous avons 2 questions dans le chat. Peut-être qu'on peut les prendre. Alors, il faut que je les lise, c'est ça? Normalement, ça se situe ouais, ça s'affiche en bas à gauche. Non. Hop là. Alors, ça doit être chat. Là, voilà. Bonjour. Normalement, on peut les afficher à l'écran, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on fait ça. Combien d'étudiants ont-ils accompagné provenant du Vietnam et d'Inde? C'est une très bonne question. Je n'ai pas le chiffre exact. Du Vietnam, c'est anecdotique. Je crois qu'il y en a eu 4 ou 5. Sur l'Inde, c'est un peu plus important pour une raison très simple, c'est que nous sommes en partenariat avec la Rennes Business School sur cette destination-là, qui elle-même a beaucoup d'étudiants en Inde, puisqu'ils ont un campus, une partie des études est délocalisée sur place, avant de faire venir un certain nombre d'étudiants en France. Et c'est dans le cadre-là de ce cadre-là que nous avons accompagné la majorité de nos étudiants indiens vers la France. Je n'ai pas le chiffre précis. On est sur quelque chose d'une grosse vingtaine, mais l'année dernière uniquement. Cette année, je sais qu'il y a plusieurs dizaines de dossiers qui sont déjà passés, mais je ne sais pas où ils en sont encore. Mais l'année dernière, on a dépassé les 20. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises, mais moins de 30, entre 20 et 30, quelque chose comme ça. Pour nous, c'était la première fois qu'on travaillait avec l'Inde, donc c'est toujours un petit peu une aventure pour nous, parce qu'il faut à chaque fois expliquer aux autorités sur place ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, comment nous le faisons et pourquoi ça fonctionne en fait. Et c'est très simple, mais ils ne sont pas habitués puisque c'est tout à fait nouveau. Voilà, j'espère avoir
avoir répondu à votre question. Est-ce que le service Studeli est payant pour les étudiants? Si oui, combien? Absolument, il est payant. C'est une entreprise, hein, comme je le disais. On n'est pas, on est là pour aider, bien sûr, pour rendre plus accessibles les études et pour injecter de la transparence. Mais tout ceci, c'est compliqué à mettre en place et c'est un service qui a un certain coût. Avant de répondre, j'aurais dû peut-être conclure l'information que j'ai donnée tout à l'heure sur notre cheminement et notre évolution ces dernières années, puisque là, il y a un aboutissement qui se passe en ce moment même. Nous avons mis en place ce qu'on appelle, alors attention à prendre avec des guillemets, mais une néobanque. C'est-à-dire qu'à force de développer tous ces services-là qui gravitent autour du service bancaire et financier et assurantiel, eh ben, on était en train de dessiner ce qui n'avait pas encore le nom, mais qui en était déjà une, c'est-à-dire une néobanque. Donc là, ce sont de nouveaux services en plus que nous allons ajouter. Je dis allons parce que l'application sort lundi prochain. On est vraiment dans de l'imminence. Et donc, via une application, je vous expliquais qu'on était déjà accessible par Internet, mais demain, ce sera directement dans votre poche. Vous pourrez souscrire, accéder déjà à toute l'information disponible, souscrire aux services qui vous intéressent, maîtriser votre information financière tout le long de votre parcours, à tout instant, en temps réel même. Vous pourrez avoir une carte de paiement, avoir un compte de paiement, des choses qui étaient difficiles, très difficiles à mettre en place jusqu'à présent. Bref, il y a tout un package de nouveautés et puis aussi beaucoup de services associés d'ordre juridique, d'ordre professionnel, comment trouver un stage, des choses comme ça qu'on injecte là-dedans dans ces services-là. Donc, le service de Studeli est payant, oui, mais en fait, le service, ça n'a pas de sens. Il y a énormément de services et ils ont chacun leur coût. Et avec la néobanque, à dire en prendre entre guillemets, hein, parce que ça veut tout et rien dire néobanque, mais c'est l'idée. Donc, avec cette application, il y aura encore plus de services qui vont être mis à disposition. Par exemple, pour ouvrir un compte de paiement, c'est-à-dire le service, disons, le plus simple que nous proposons, qui permet à un étudiant qui serait par exemple au Cameroun ou au Vietnam d'ouvrir un compte bancaire tout de suite en France pour pouvoir y déposer, mettons, de l'argent et ensuite prendre un relevé de son compte et le présenter au niveau du consulat pour dire, bah, regardez, j'ai un compte à mon nom qui existe en France où il y a déjà l'argent. Cette solution-là, par exemple, elle coûte 80 €. Je crois qu'exactement c'est 84 €. Si c'est fait, enfin voilà, 84 € pour un étudiant qui ne se situerait pas déjà en France. C'est pour toute l'année évidemment hein, que ça fonctionne. C'est un paiement unique. Il n'y a pas de frais cachés comme je vous l'expliquais. Pour un compte bloqué, donc là c'est un service premium beaucoup plus important où vous devez déposer 7 380 € minimum, ça c'est le fameux compte bloqué que si certains parmi vous sont engagés dans des demandes de visa, il est possible que le consulat exige un compte bloqué. Donc c'est une prestation beaucoup plus lourde, comme je le disais, il faut bloquer 7 380 € en France et chaque mois vont être reversés à l'étudiant sur un compte courant classique ouvert qui ne serait pas bloqué donc les 615 € minimum pour lui permettre une forme d'auto-allocation, d'auto-bourse, si vous voulez, qui vont lui permettre de disposer de cette ressource-là pour manger, payer des frais divers et variés, son loyer peut-être, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une prestation qui coûte plus cher et qui, en fonction des circonstances et des options qui vont être accrochées, coûtera autour de 300 €. Là aussi, c'est pour absolument toute l'année, sans faux frais, vous n'aurez pas des frais de transfert à rajouter ou des choses comme ça. Non, ça n'arrivera pas. C'est tout le principe, il faut bien l'entendre. Hein, nous, on a construit cette entreprise pour entrer en rupture avec l'opacité qui existait et qui régnait jusqu'à présent, pour justement mettre de la transparence là où elle manquait. Ça a l'air béni oui, ça a l'air simple, ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est en fait assez vertueux, ça fonctionne très bien, même si c'est un petit peu compliqué à mettre en place, on a réussi et aujourd'hui ça fonctionne bien. J'espère avoir répondu à vos questions, Bianca Becker. N'hésitez pas à repréciser si vous en avez d'autres. Moi, j'avais une question peut-être un peu dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Est-ce que finalement, parce que du coup là par exemple pour le compte bloqué, vous avez dit que vous passez en revue quand même quelques critères. Déjà, quels sont-ils et finalement la question sous-jacente ce serait est-ce que tous les étudiants ont une chance ou il y a quand même une sélection qui est faite en fait?
Alors, non, on vérifie les critères légaux, évidemment, ce qu'on appelle les KYC, c'est du jargon là aussi financier, je vous embête pas trop avec ça, mais ça veut littéralement dire connaître son client, c'est-à-dire c'est une enquête que nous devons faire systématiquement, comme n'importe quel établissement d'ordre bancaire ou financier ou de service est obligé de faire vis-à-vis de ses clients. Donc, c'est vérifier un certain nombre d'informations comme l'identité, une éventuelle situation bancaire. Enfin voilà, il y a un certain nombre de critères comme ça, effectivement, à respecter. Néanmoins, ils ne sont pas limitants au niveau de nos clients. Absolument tout le monde peut venir souscrire à nos services. C'est absolument ouvert. C'est même fondamentalement ce que nous souhaitons, nous, de base. C'est rendre accessible à tous, pas simplement aux privilégiés. Parce que les privilégiés n'ont pas tellement besoin de nos services. Nos services s'adressent avant tout à celles et ceux qui étaient exclus du système de privilèges auparavant. C'est-à-dire, voilà, bref. Donc absolument tout le monde peut. Maintenant, en fonction, il y a certains services qui ne leur seront peut-être pas accessibles, tout simplement parce que ils sont trop coûteux, ils ont pas les moyens, ou parce que je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a des critères problématiques? Ouais, non, soit c'est parce que c'est trop coûteux, ils n'ont pas les moyens. C'est la seule limite que je peux imaginer, ou alors, un petit peu du même ordre, mais quand même différente, il serait, on peut imaginer un cas de figure où il serait obligé, parce que c'est le consulat sur place qui l'exigerait, de procéder à ce qu'on appelle donc un compte bloqué, comme je le disais, en mettant la somme de 7 380 € minimum. Et s'ils n'ont pas cette somme, effectivement, nous, on peut les accueillir, on peut leur promettre de leur ouvrir, mais à partir du moment où ils auront donc la somme à déposer. Vous voyez, on peut pas inventer les choses, on peut pas faire la quadrature du cercle. Mais on essaye au maximum de faire rentrer Donc toutes les finalement, si j'ai bien compris, vous leur permettez de justifier le fait qu'ils ont la somme, la somme qu'on demande sur le compte bloqué, mais in fine, en fait, c'est l'étudiant qui, en fait, c'est juste si par exemple, en fonction des délais, il n'arrive pas à rassembler, sa famille n'arrive pas à rassembler la somme qui lui est nécessaire pour pouvoir faire ses études en France, vous lui permettez de présenter un papier comme quoi vous l'assurez d'une certaine manière, mais in fine, c'est lui qui se charge de remplir son compte. Alors, pas exactement. C'est-à-dire qu'on ne prétendra jamais qu'un étudiant dispose des fonds alors qu'il n'en dispose pas. C'est justement ça que nous faisons. Nous mettons de la régulation là où il n'y en avait pas. C'est-à-dire que on peut témoigner, attester littéralement auprès du consulat que l'étudiant est engagé dans une procédure de. Oui, bon, on va pas prétendre qu'il a de l'argent qu'il n'a pas. Voyez. Et c'est justement parce que nous, on se tient à cette rigueur-là, on est indéboulonnable là-dessus, que la confiance peut être instaurée et que lorsqu'un étudiant se présente avec une attestation Studeli, les services d'instruction des demandes de visa au niveau du consulat savent tout de suite qu'il s'agit d'un document réel, que la somme est réelle et qu'il n'y a pas derrière des espèces de oui, un petit peu, mais pas trop, mais vous inquiétez pas, on se porte garant pour lui. Nous, on se porte garant au nom de l'étudiant auprès d'autres acteurs privés, d'autres établissements bancaires par exemple, des sociétés d'assurance, un bailleur comme je l'expliquais tout à l'heure, mais auprès du consulat de France, auprès des autorités françaises, on est là pour justement leur donner accès à l'information financière. Donc si l'étudiant est en cours 2, on dira qu'il est en cours 2. Mais on ne peut pas garantir qu'il ira jusqu'au bout, parce que si du jour au lendemain, il obtient donc sur la base de notre attestation de en cours 2, imaginez qu'il reçoive le visa et que finalement il renonce à bloquer l'argent. Il va se retrouver en France sans disposer de l'argent que nous avons pourtant attesté qu'il disposait. Enfin, vous voyez, ça se mord la queue au bout d'un moment. Donc nous, le but, c'est de réinjecter de la confiance et de la transparence. Ça passe, c'est notre conviction, par de la transparence. Donc voilà, la seule limite, c'est effectivement s'il n'a pas les moyens. Mais on en est conscient de ça aussi, et donc on a mis en place 2 choses. Pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas les moyens, parce que c'est une somme colossale, 7 380 € à bloquer. C'est très compliqué. Donc on a mis en place 2 choses. La première, mais qui n'est pas accessible encore aujourd'hui dans tous les pays, mais c'est quelque chose qu'on espère pouvoir systématiser un petit peu partout, c'est que nous nous sommes rapprochés de ce qu'on appelle la microfinance, d'établissements de microfinance. Ce sont des établissements souvent professionnels, parfois associatifs, mais nous on préfère quand même travailler avec des professionnels pour des questions réglementaires, c'est plus strict. Mais tous les cas de figure existent. Donc ces établissements de microfinance font des
donc des petits emprunts, des épargnes toutes petites qui permettent, pour des projets très spécifiques et bien argumentés, pour des particuliers qui, par exemple, dans les cas qui nous concernent, pourraient solliciter une aide de la microfinance pour compléter la somme des 7 380 € qu'ils n'arriveraient peut-être pas à compléter par eux-mêmes sur leurs fonds propres. Mais avec la microfinance, ce partenaire, donc c'est pas Studeli, hein, nous on n'est pas une banque, on n'ouvre pas de ligne de crédit ou quoi que ce soit, et surtout nous on n'est pas pour l'endettement des gens. Néanmoins, il faut trouver des solutions pour celles et ceux qui ne disposent pas de l'argent aujourd'hui, mais qui savent dans le temps pouvoir quand même être solvables. Donc on prend attache nous avec des établissements de microfinance qui permettent, avec des méthodes de remboursement extrêmement douces et extrêmement bienveillantes, de planifier un complément pour pouvoir atteindre cette somme des 7 380 €. Maintenant, il n'y a pas de miracle. Un étudiant qui n'a absolument aucune ressource ne pourra jamais obtenir une aide de la microfinance, ou celle-ci ne pourrait suffire. Ça ne peut pas se substituer entièrement à l'effort que doit faire l'étudiant. Bien sûr que non. Et de toute façon, au niveau des consulats, ils sont informés. Il y a peu de chances qu'ils laissent passer un étudiant qui se serait endetté autant pour faire des études, sachant que peut-être le dossier par ailleurs est pas incroyable. Donc ça, c'est le premier point. Ça existe dans un certain nombre de pays dans lesquels nous sommes physiquement implantés, hein, donc les 16 que j'évoquais tout à l'heure, donc essentiellement, exclusivement en Afrique. Pour le moment, à terme, j'espère que ça se développera ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors qui est beaucoup moins sur des cas particuliers, qui est à la fois plus général, c'est un programme de bourse. L'année dernière, on a lancé un premier programme de bourse. Alors, il se voulait initialement en réaction, bien sûr, à la pandémie et aux conséquences dévastatrices qu'il a pu avoir sur la communauté des étudiants internationaux, d'une part, mais aussi sur le sujet en France de la hausse annoncée des frais d'inscription dans les établissements publics, qui est une chanson qui revient tous les ans depuis 2018, depuis le plan Bienvenue en France qu'il avait prévu dans ses tuyaux, qui pour diverses raisons n'a pas été encore suivi d'effet, mais ça finira par venir a priori inévitablement. Et nous, donc, face à ça, on s'est dit, il faut qu'on aide les étudiants. Déjà, la pandémie, en plus, la hausse renouvelée, enfin, l'annonce renouvelée de la hausse des frais. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour eux. Donc, on a mis en place un programme de bourse l'année dernière qu'on a reconduit cette année et qui est actuellement en cours d'ailleurs. J'invite les personnes qui sont là et les spectateurs, s'ils le souhaitent, d'aller se renseigner et s'inscrire. C'est absolument gratuit. Il y a évidemment aucun besoin d'être client de chez Studeli pour pouvoir bénéficier du programme de bourse. Ce programme de bourse, cette année, je vais vous parler, c'est 80 000 € que nous avons bloqués, 50 000 pour la destination France, 30 000 pour la destination Allemagne, à raison d'une enveloppe de 1 000 € par étudiant qui seront retenus par le jury évidemment indépendant, j'en dirai 2 mots dans un instant. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aider à l'installation. C'est les premiers jours, les premières semaines, quand vous arrivez en France et que vous recevez juste vos 615 €, parce que c'est comme ça que fonctionnent les comptes bloqués. Vous avez une auto-allocation de 615 € ou le peu de trésorerie que vous avez réussi le peu d'épargne que vous avez emmené avec vous, peut-être, je sais pas, ça dépend des cas de figure. Et bien là, il va falloir acheter tout pour votre appartement. Il va falloir peut-être acheter des nouveaux vêtements si vous veniez d'une zone climatiquement très éloignée. Il va falloir peut-être investir dans du matériel informatique. Il va peut-être falloir acheter des meubles si vous vous retrouvez dans un non meublé ou dans un meublé qu'à moitié. Comme moi, petite personnelle, ça m'était déjà arrivé. Donc voilà, c'est des frais qui peuvent être très compliqués, qui peuvent abîmer un départ dans les études. Et on sait que si vous rentrez pas vite, ça c'est des statistiques qui parlent, hein, c'est pas nous qui faisons ce genre d'études, mais elles sont disponibles. Si vous rentrez mal, si vous commencez mal votre cursus, il y a vous voyez une chute de des taux de réussite à la fin assez considérable. Il faut tout de suite bien commencer. Donc on propose ça, il suffit de s'inscrire, répondre à quelques questions basiques et élémentaires. Où on est, qu'est-ce qu'on fait comme type d'études, où est-ce qu'on en est, quel âge on a, où est-ce qu'on va, et ce genre de choses, quel est le projet en gros. Et sur critères sociaux et académiques, un jury indépendant est composé exclusivement donc de personnalités issues du domaine soit associatif, soit de l'enseignement supérieur, soit institutionnel, se réunissent et vont tirer les 50 lauréats Destination France et à notre jury pour l'Allemagne, 30 lauréats. Pour vous donner un exemple du panel jury l'année dernière, on avait François Mursec, qui est l'actuel, qui était déjà directeur de l'espace Campus France du Sénégal. Nous avions
Sébastien, j'ai perdu son nom, c'est embêtant, c'est pas très grave. Bon, Linden, pardon, voilà, Sébastien Linden, qui est un ancien conseiller coopération scientifique, donc aussi côté institutionnel en Israël, à l'ambassade de France en Israël. Nous avions Taïk Mabrouk, qui est une personnalité de l'enseignement supérieur en Tunisie, extrêmement fameuse là-bas et dans le circuit. Et voilà, et un certain nombre de personnalités comme ça. On avait la directrice, la présidente d'une association qui œuvre pour les orphelins dans le monde. Voilà, un certain nombre de personnalités comme ça qui connaissent bien le sujet et qui sont à même d'estimer la pertinence des candidatures. On a évidemment des milliers de candidatures, mais comme on a ouvert, c'est pour ça aussi que cette année on a décuplé on a doublé le dispositif pour essayer d'aider, parce qu'on sent que c'est un besoin énorme. Et en discutant, en échangeant avec les candidats aux bourses, et en analysant leurs dossiers, on se rend compte à quel point c'est indispensable ce genre d'aide aussi. Et comme on ne peut pas tous avoir des bourses d'État ou des choses comme ça, on essaye, nous, humblement, mais quand même le plus efficacement possible, de prendre notre part là-dessus et d'aider un maximum d'étudiants, voilà, parmi les plus nécessiteux. Donc voilà, ça c'est les deux manières qu'on a aujourd'hui. On en aura peut-être d'autres l'année prochaine. Les deux manières qu'on a d'essayer de lutter contre la difficulté que représente la somme à réunir quand il s'agit de réunir la somme, ou tout simplement les services à se payer quand on fait un projet d'étudier en France. C'est souvent un choc pécuniaire, si on peut dire, au-delà du choc culturel qui peut parfois intervenir aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Oui, tout à fait. Merci. Je vous en prie. Il me semble qu'on a encore un peu moins d'une dizaine de minutes. Donc, si jamais il y a d'autres questions, on peut encore les prendre. Et en attendant, peut-être que je peux meubler en parlant d'une chose. Donc, je viens d'évoquer le programme de bourse tout à l'heure. Nous avons une marraine du programme de bourse qui n'est d'autre que notre ambassadrice Marc, qu'on appelle ça, excusez-moi du terme un peu pompeux, j'aime pas trop ça, mais Studely Icon Value. Voilà, on va essayer de traduire en France en disant notre ambassadrice Marc, et qui d'ailleurs nous fait l'honneur de revenir dans nos locaux très bientôt. À l'occasion d'un événement que je vous expliquais tout à l'heure, où on fait venir un certain nombre d'étudiants. Ce sera le 6 juin prochain. Elle s'appelle Jaili Amadou Amal. C'est une auteure camerounaise qui est prix Goncourt des lycéens en 2020 d'ailleurs, et qui vient de sortir un nouveau livre. Et donc c'est pour ce nouveau livre, elle va faire une séance de dédicace et tout chez nous, avec plein d'étudiants qu'on va essayer de leur faire rencontrer aussi, parce qu'elle a beaucoup de choses à transmettre aux étudiants. Et nous, on a plein d'étudiants qui ont besoin d'entendre des bons messages encourageants et inspirants. Et donc, on organise comme ça une rencontre. Ce sera le 6 juin prochain. Pour celles et ceux que ça peut intéresser aussi, qu'ils n'hésitent pas à venir me solliciter. On verra si on peut faire quelque chose pour organiser des rencontres et faire venir un maximum de gens. Donc voilà, on est très fiers de travailler avec elle, puisqu'on s'est retrouvé spontanément sur le parcours de notre fondateur et puis celui de Jaili. Il y a des chemins qui se croisent. Sur nos combats, on est ensemble sur aussi beaucoup de sujets. Elle-même est présidente de sa propre association Femmes du Sahel, qui fait des choses absolument déterminantes pour toutes les femmes, pour les femmes à qui elle s'adresse dans le Sahel, notamment les jeunes filles qui sont déscolarisées, qui sont souvent, pour X ou Y raison, on ne va pas rentrer dans le détail, mais isolées de leur cellule familiale et qui se retrouvent complètement démunies. Cette association vient en aide pour justement s'occuper d'elles, leur permettre d'accéder à l'éducation. Et voilà, c'est un travail formidable. Donc nous, on est très fiers de partager nos couleurs avec elle. Mais je vous ai vu sourire un peu, vous la connaissez peut-être? Du coup, elle est d'origine camerounaise, donc bon, oui. Donc oui, je la connais. J'ai pas encore eu l'occasion de lire ses livres, parce que ma pile de livres à lire est déjà assez énorme comme ça, mais c'est sûr qu'elle est en premier choix parmi mes futures lectures. Donc du coup, ça veut dire que c'est un événement qui peut être ouvert. Il ne l'est pas vraiment, mais comme on est partout, je ne sais pas, mais s'il y a quelques étudiants parmi vous qui sont vraiment intéressés, on peut peut-être discuter. Ce n'est pas spécifiquement ouvert, c'est plutôt pour nos étudiants, nos clients. D'accord, donc en fait, ok. Donc, après, ça peut être quelque chose sur une expérience, entre guillemets, découverte, peut-être pour certains
pour Peut-être pour certains de certains, vos et membres. surtout si, là je m'adresse plus à la LFM directement, si le sujet Mmh. vous intéresse, on peut peut-être imaginer un jour organiser une rencontre aussi, plus Tout à fait. plus formelle et plus accessible du coup pour tout un chacun, quoi. C'est D'accord, surtout ça que OK. je veux dire, quoi. Nous on aime bien, D'accord. comme je vous le disais, on essaie de porter la voix au niveau des médias, mais aussi au niveau des institutions, mais aussi en créant des événements et d'agréger tout un secteur. C'est pas facile, on vient de loin, il y avait rien avant nous, il y avait que des acteurs comme ça, très isolés. Ici, un établissement qui fait sa petite politique, là, une assurance ou une banque qui a sa manière d'aborder la question, mais tout était fait de manière complètement sans coordination et rajouter de la cohérence là-dedans, ça permet de peser plus, de valoriser les intérêts des étudiants et de faire progresser la cause. Pour nous, la cause, elle est essentiellement réglementaire, c'est-à-dire qu'il faut cadrer par la loi, protéger au maximum les étudiants, rendre les études beaucoup plus accessibles et ainsi de suite. Enfin, il y a beaucoup de combats que nous menons. Voilà. Mais pour ça, il D'accord. faut. Bah, ça permet aussi ça me permet de rebondir. Je continue de meubler aussi. Si jamais vous qui nous suivez, vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Donc du coup, moi j'avais deux questions qui me sont venues juste après l'évocation de l'événement du 6 juin et du Bien sûr. partenariat avec l'Union LFM. Le premier, c'est est-ce que vous organisez le même type d'événement du coup dans les 16 pays dans lesquels vous êtes présents en Afrique? Alors, Et oui, allez-y, pardon. peut-être on peut répondre déjà à celle-là. Parce que bon, du coup, l'événement du 6, c'est autour de Enfin, Amadou, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de sujets. Je vous l'ai expliqué, on sort l'application, la oui, néobanque, bien tout sûr. ça. Donc, c'est aussi une forme de lancement un peu de produit. C'est une étape importante pour nous. Et donc, oui, effectivement, à ce titre-là, au niveau de nos filiales, normalement, toutes les filiales, sauf exception si ça intervient d'ici là, mais toutes les filiales vont faire un événement avec les partenaires, avec les clients, avec les institutionnels aussi. On croise les doigts pour espérer avoir des représentants du consulat et de l'ambassade. On verra, ça dépendra des cas en l'espèce. Il y en a un, par exemple, qui a lieu là le 30 mai, si je dis pas de bêtises, le 30 mai au Gabon, à l'Institut français, D'accord. où par exemple, voilà, tout un après-midi, on va recevoir beaucoup de gens, on va expliquer tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait, tout ce qui est formidable, et ainsi de suite. D'accord. Aussi OK. pour expliquer auprès des parents, auprès des accompagnants, des différents établissements, voilà, tous les acteurs du secteur. On essaie vraiment de changer un petit peu les choses à ce niveau-là. Et ça D'accord. va, ça progresse. Et bah, tant mieux. Enfin, de toutes les façons, le projet est 12h27. Oui, effectivement, on nous rappelle que On a l'horloge tourne compris. et qu'il nous reste un peu moins de 3 minutes. Ça me permet finalement aussi de partir sur ma dernière question, parce qu'effectivement, quand vous parlez de vos autres partenariats, est-ce que vous êtes en partenariat avec d'autres associations, par exemple, autres que l'Union LFM, pour avoir justement accès Oui. au vivier peut-être des anciens élèves des lycées français du monde qui envisagent de faire leurs études en France. Et la question sous-jacente, c'est comment est-ce que vous approchez d'une certaine manière finalement les établissements? Est-ce que vous avez, enfin surtout les établissements français, étant donné que là on est sur le réseau francophone, est-ce que vous avez plus ou moins des difficultés ou alors ça se mouline assez? Question très intéressante, je vais essayer d'aller à l'essentiel parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Au niveau des lycées français, Peut-être je dans vous coupe en disant qu'on pourra, bon après c'est la pause déjeuner, mais le cas échéant, il y a des espaces lounge sur lesquels on d'accord, pourra poursuivre la discussion. d'accord. Et, De manière générale, donc, oui, on a d'autres partenaires type associatif, mais pas aucun d'envergure telle que la LFM, clairement. Ça va être par exemple, les associations d'étudiants maliens en France, c'est à elle que je pense parce que j'ai vu un message passer tout à l'heure, mais voilà, on a ce genre de rapprochement avec des associations. Au niveau des lycées français, évidemment, on les rencontre à chaque fois dans tous les pays où nous sommes, on prend attache avec eux. Dans 99% des cas, ça se passe extrêmement bien, très facilement. Il y a quelques exceptions ici ou là, mais c'est normal. Ça participe voilà, de l'aventure il faut parfois plaider longtemps parce qu'ils sont tellement échaudés, si vous voulez, parfois dans certains cas par je les appelle les joueurs de flûte, moi. Enfin, vous savez, les officines qui essayent de vous vendre monts et merveilles à des tarifs prohibitifs. Ils sont souvent échaudés par ce genre de choses. Donc, dans un premier temps, ils se demandent parfois ce que Studeli, est-ce que c'est pas un autre parmi eux? On arrive toujours à leur faire, à démontrer qu'on n'a rien à voir avec ça. On est une société française, évidemment, et on a déployé tous nos services depuis de nombreuses années. On a fait nos preuves, nos concepts, et ainsi de suite, et les consulats, les institutions nous connaissent bien. Donc voilà. Donc, pour répondre à votre question, non, on n'a pas de problématique. Maintenant, je pense qu'avec la LFM, on peut peut-être aussi renforcer notre façon de fonctionner, et très certainement, ce serait sans doute intéressant.
D'accord, Je suis en très bien. contact avec plusieurs personnes chez vous, donc on va faire ça. Pour répondre, terminer avec votre question, on a un département partenariat qui s'occupe de ça et qui gère. D'accord. Ok, bah, ça sera l'occasion de refaire peut-être un petit point une fois le forum passé sur comment tout ça, ça se mouline. Donc, il est 12h29. Ça me permet finalement de conclure sur cet atelier qui a été animé par Florent Bourdier de Studeli. Donc, il y en a quelques-uns d'entre vous qui nous ont rejoints un peu en fin d'atelier. Donc, Studeli, c'est une entreprise, une société française dont l'objectif est de faciliter l'accès aux études dans l'enseignement supérieur, aujourd'hui en France, en Allemagne, demain en Italie et en Belgique. Et du coup, dans le cadre des services qu'ils proposent, il y a notamment le fait qu'ils puissent se porter garant pour tous les étudiants qui ont des difficultés d'accès aux finances, aux différentes pièces administratives qui leur seront demandées lorsqu'ils font leur demande de visa. Je pense par exemple à la caution qui est demandée d'un montant environ 7 380 € si j'ai bien retenu le chiffre. Il va y avoir aussi les différentes assurances, il va y avoir l'accès au logement aussi parce qu'il y a des difficultés effectivement à pouvoir trouver un logement en France. Donc, disons que c'est une plateforme sur laquelle, grâce à laquelle il va être plus facile pour un étudiant qui envisage de faire ses études en France, en Allemagne ou demain en Italie et en Belgique, d'avoir un peu moins de stress par rapport à toutes ces procédures administratives-là. Donc, pour plus d'informations, de toutes les façons, Studeli a développé un partenariat avec l'Union LFM. Donc, si jamais vous avez des élèves ou des étudiants qui peuvent être intéressés par ces différents services, où qu'ils soient, parce que du coup, actuellement, l'entreprise possède 16 bureaux physiques en Afrique, mais ils travaillent aussi en Asie, notamment au Vietnam et en Inde, où ils ont pu déjà développer Amérique aussi. Et en Amérique du Sud aussi, et permettre à des étudiants de ces contrées-là de pouvoir aussi venir en France faire leurs études. Donc, si vous avez plus de questions par rapport à ça, vous pouvez toujours rejoindre Florian Bourdier qui se retrouvera après la pause déjeuner, parce que du coup, c'est important de manger sur l'espace lounge, ou tout simplement vous rapprocher de l'Union LFM et on ne manquera pas de vous donner toutes les informations que vous avez besoin de savoir. J'ai vu qu'il y a quelques représentants des lycées français, du coup, du Cameroun, du Gabon, donc de Blaise Pascal, mais aussi du coup de Rome, si je ne me trompe pas, Châteaubriand. Gabriele, tu me corriges si je me trompe. Donc voilà, ça peut être des services qui peuvent être intéressants pour les parents d'élèves qui peuvent se poser ces questions-là et qui ont peut-être besoin d'être un peu allégés sur ces procédures-là. Et sur ce mot de la fin, Alain, je peux vous laisser peut-être clôturer l'atelier. Je ne sais pas. Hop là. Hop là. Si vous voulez vous joindre à nous. Ok, du coup, sur ces mots, je pense que, sauf si vous voulez ajouter autre chose, Florian. Non, mais pour résumer ce que vous avez dit, notre devise Osez votre avenir est renforcée depuis le lancement de cette néobanque, entre guillemets, comme je vous le disais, par les 3 S de Studeli: simplicité, sécurité, sérénité. C'est tout ce que l'on souhaite pour tous les étudiants. C'est ce qu'on s'engage à mettre en place. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.